feel? Baby, I feel fine. I need more dollar signs, but you came right on time. Can we turn up for these lights? Can I roll up, get a little high? Every time I look in your eyes. Playboi Carti, et au-delà d'avoir massivement influencé l'embranchement que prend le rap actuel grâce à ses projets majeurs, c'est sans aucun doute l'un des visionnaires les plus clairvoyants en termes de direction artistique. C'est pour cette raison que son label, l'Opium, aussi populaire que mystérieux, s'impose aujourd'hui comme l'un des plus prometteurs de ces dernières années. Une entreprise qui permet d'élever la carrière de chacun de ses membres à un niveau inespéré en à peine quelques mois, tout en cultivant leur talent unique. Si j'ai déjà perdu espoir de voir son album Music apparaître au cours de 2024, ça ne veut pourtant pas dire que Playboi Carti se repose sur ses lauriers. Mais malgré un chef-d'œuvre sorti fin 2020 et quelques excellentes apparitions récentes, on ne peut pas non plus dire que Carti soit le plus régulier du monde. C'est même plutôt l'inverse en réalité. Cela dit, on sait désormais que c'était pour une raison bien précise. En effet, ça fera bientôt 6 ans qu'il effectue un travail de fond gigantesque avec ce fameux label, forgeant son héritage dans l'ombre, et je le remercie chaque jour de m'avoir initié aux artistes merveilleux qu'il a pu prendre sous son aile. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans l'histoire de cet obscur label, de sa création mystérieuse à l'esthétique ésotérique qu'il a fait déferler sur l'industrie. Je me vois pas vous faire l'affront de présenter Playboi Carti pendant 10 minutes. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, vous devez à peu près être familier au personnage et à son univers. Cela dit, pour les néophytes, j'ai récemment réalisé une vidéo retraçant toute son histoire, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si jamais le sujet vous intéresse. Rapidement, tout de même, Playboi Carti, c'est un rappeur d'Atlanta à côté duquel vous avez difficilement pu passer, même si son évolution depuis ses premiers succès underground est extrêmement surprenante, je vous l'accorde. Il a été repéré par le grand public principalement grâce au morceau Magnolia, qui est légendaire maintenant, introduisant cette figure de Playboy aussi insolent que talentueux. Mais si le clip est coloré, presque épileptique et rempli d'ondes positives, sa musique a progressivement pris une toute autre direction, surtout depuis la sortie de Hot Lotta Red qui officialise véritablement l'émergence de l'esthétique Opium. Faut se rendre compte quand même, avec un peu de recul, qu'on est passé de ça en 2017 in New York, I merely rock, hiding in my socks, running from a up, and I shoot that up. à une proposition diamétralement opposée en ce début d'année 2024. D'accord, les bifurcations de DA et les évolutions dans la carrière d'un artiste, c'est des choses qui arrivent, mais Carti, lui, il est littéralement passé par 10 phases différentes. Bref, ça prouve définitivement qu'il est doté d'une adaptabilité ahurissante, mais surtout qu'il est capable de prendre en permanence l'industrie à contre-pied pour créer la nouvelle tendance. Vous vous en doutez, ça a pas manqué, et la construction progressive de cette image absolument inédite depuis Hot Lotta Red, c'était la meilleure impulsion possible pour asseoir la légitimité d'Opium et voir le label fleurir à travers tous ses acteurs. Une fois qu'on a posé ce contexte, je pense que c'est une bonne idée de découvrir comment Opium a été créé. Ce qui est sûr, c'est que c'était loin d'être une lubie passagère. En effet, dès 2019, pendant la promotion chaotique de son prochain album, Playboi Carti faisait déjà référence à ce projet de label. C'était majoritairement en mentionnant à plusieurs reprises et de manière cryptique le terme d'opium sur les réseaux sociaux, donc à partir de là, tout le monde sentait bien qu'il se tramait quelque chose. Mais ce que les gens connaissent beaucoup moins, c'est l'autre visage du label, un certain Jaylan Tucker. Plus connu sous le nom d'Opium Baby, c'est lui qui va épauler Carti dans le projet. Pourtant, à la base, lui, c'est juste un gars qui était proche de tous les créatifs qui gravitaient autour du rappeur d'Atlanta, comme le très célèbre Ian Connor par exemple. Et c'est de cette façon qu'il a pu se connecter avec Carti et devenir l'un de ses amis les plus fidèles. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est lui qui a assuré l'entière responsabilité de leur arrestation en avril 2020. En effet, en pleine période de confinement, Jaylan et Carti se baladaient dans une Lamborghini sous fausse plaque, avec un coffre rempli d'armes à feu non déclarées, et évidemment de différentes drogues. Autrement dit, potentiellement 45 ans derrière les barreaux, et Opium Baby s'est directement dénoncé pour sauver le rappeur. C'est un truc assez courant dans le show business. Quand un gros artiste se déplace avec des choses bien illégales, il y a toujours un groupe avec lui prêt à porter le chapeau. Je sais pas s'il les paye ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des contreparties évidentes. Quoi qu'il en soit, pour Carti, c'était une preuve de confiance inconditionnelle. Et finalement, Jaylan s'en sortira avec seulement 6 mois de sursis. Il va donc mettre sa vision et son appétence pour les artistes disruptifs au service du label en construction, et il va même accompagner Carti pour la DA et la promotion de Hot Lotta Red. The album cover, I had these I have an archive of all the these punk magazines. Oh. Like I'm talking about so many pages. Even got a book. It's so funny though, because I was reading them. I had the book like 2 years before I even remembered. And then by the time it was time for the cover, I looked, so bro, he it's the one. Bien que très en retrait, c'est en partie lui qui est responsable de l'esthétique unique du label, qui a exacerbé le voile de mystère qui entoure celui-ci, et qui a même repéré certains prétendants à la signature au sein d'Opium. D'ailleurs, si le nom du label fait évidemment référence à tous les dérivés de la drogue du même nom, on peut pas nier le fait qu'il fasse directement écho à Opium Baby. Cela dit, je pense que le projet dépasse largement l'homme aujourd'hui. Et de toute façon, Playboi Carti c'est le leader incontestable de cette genèse musicale, qui deviendra progressivement une véritable mouvance.
Maintenant qu'on sait à peu près d'où ça sort, je pense qu'il est grand temps de s'attaquer à l'œuvre des différents artistes qui composent le label, de retracer l'expansion de ce dernier de façon chronologique, afin de vous faire une idée précise de ce que représente Opium à ce jour. Et croyez-moi, si vous êtes friand de découvertes musicales et a fortiori de tout ce qui touche de près ou de loin à Playboi Carti, vous allez vous régaler. D'ailleurs, bien avant de recruter des artistes en tant que tels, la tête du label a pris soin de s'entourer d'une flopée de producteurs qui lui permettraient de traduire sa vision et de créer une toute nouvelle couleur musicale. Ça a ouvert la voie à des révolutions marquantes comme Hall of the Red dont on a déjà parlé en long et en large, mais ça a surtout donné lieu à la formation d'une assemblée de génies musicaux qui exacerberont la teinte sonore des futurs visages du label pour en faire de purs produits d'Opium. Au-delà de ces producteurs singuliers, d'autres créatifs comme des DA, des stylistes, des danseurs et même des modèles seront plus ou moins affiliés à Opium. On en parlera plus en détail tout à l'heure quand on essaiera de décrire précisément l'esthétique portée par tout ce beau monde, mais retenez simplement que malgré cette image de cercle très fermé, il y a pas mal de gens derrière, triés sur le volet, mais pas mal de gens quand même. Pour l'heure, en ce qui concerne les beatmakers en qui Playboi Carti a placé tous ses espoirs, vous devez forcément en connaître un ou deux. Certains vous diront quelque chose rien qu'avec leur producteur tag iconique, comme le légendaire Filthy, qui est devenu l'un de mes producteurs préférés juste pour sa participation à Hall of the Red, et qui continue d'influer très largement sur les sonorités estampillées Opium. Cela dit, malgré ce genre de génie qui attire presque toute la lumière, vous êtes aussi forcément familier avec des noms tels Card Dealer, Out of Town, KP ou encore OG Volta qui révèlent de plus en plus son immense talent ces derniers mois. C'est d'ailleurs ce dernier qui, entre Earl et Kanye, a pu amorcer le retour de Carti grâce à ce morceau déjà classique à mes yeux. On est alors fin 2019, et une fois cette fabuleuse équipe constituée, il était enfin temps de signer la toute première recrue du label, Ken Carson. Également originaire d'Atlanta, comme la totalité des membres d'Opium en réalité, Kenyatta Frazier était destiné à un grand avenir dans le rap. Enfin, du moins, les signes étaient clairement là et c'était dur de pas les voir. Je vais éclipser son enfance, qui était finalement celle d'un petit gars un peu trop turbulent et dissipé, puisque la suite de l'histoire est un peu plus inhabituelle. Déjà, il est pote avec Lil Yachty depuis qu'il a 10 ans. Rien que cette information, elle sort de nulle part. Mais ça, croyez-moi, c'était que le début, puisque grâce à sa petite amie du collège, Ken a pu se lier d'amitié avec un jeune talent local, un producteur en devenir qui s'appelait Lil 88. Étant donné qu'ils partageaient les mêmes intérêts, soit la mode et la musique, ils sont rapidement devenus très proches et traînaient tout le temps ensemble. Seulement, Lil 88, c'était pas qu'un simple beatmaker qui s'amusait à faire des prods entre les cours. Non, c'était nul autre que le cousin de TM88, une légende d'Atlanta qui est l'un des fondateurs du collectif 808 Mafia. Une figure que vous connaissez forcément, au moins indirectement, ne serait-ce que pour le classique Codeine Crazy de Future, ou encore l'un des plus grands succès de Lil Uzi Vert, EXO Tour Life. L'environnement est donc plus que propice aux ambitions grandissantes de Ken Carson, qui écrit quelques textes en secret dans sa chambre depuis qu'il a une douzaine d'années, et tout d'un coup il va vite se mettre à rêver de plus grand. Grâce à ce lien privilégié avec la 808 Mafia, il a fini par enregistrer quelques morceaux avec TM88, une décision qui va enfin embraser cette passion qu'il suit depuis qu'il est tout petit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était prometteur. Le producteur était très surpris par le talent du gamin, âgé d'à peine 15 ans à l'époque, et il va l'accueillir de plus en plus souvent à son studio pour des séances d'enregistrement, notamment auprès de certains artistes pas extrêmement connus, des petits noms comme Young Thug, rien que ça, et évidemment Playboi Carti. En baignant dans cet univers, Ken a définitivement su que c'était dans la musique qu'il allait s'épanouir. En même temps, tu m'étonnes, le mec était littéralement en face des artistes les plus influents de son époque, il a eu la chance de voir en direct la naissance de futurs classiques, en vrai ça a quoi te donner des idées. Il va donc s'investir de plus en plus dans la musique, rejoindre officiellement la 808 Mafia dès 2015, et il continuera à côtoyer de grands noms d'Atlanta tout en sortant ses premiers tracks. En 2016, Playboi Carti commençait sérieusement à percer sur la scène underground, une époque bénie à laquelle Ken Carson n'a évidemment pas échappé. Il va tout faire pour reprendre contact avec lui, et au culot, il va se rendre à l'un de ses concerts pour tenter d'attirer son attention. Comme à son habitude, Ken va se battre dans la foule. Ouais, il adorait se battre pour un oui ou pour un non. Mais heureusement, Carti le reconnaîtra et il va l'inviter en backstage juste avant qu'il se fasse virer. Encore un beau signe du destin qui va le conforter et le motiver dans ses objectifs, surtout depuis qu'il a pu renouer des liens avec son idole. Il perdra pas de temps, réalisant ses premiers showcases aux côtés de TM88 court en 2017, et il va continuer
continué d'enregistrer des sons avec la 808 Mafia jusqu'en 2019. 2019 d'ailleurs, le fameux tournant de sa carrière, année où il signera enfin avec Opium, après que Playboi Carti se soit pris de passion pour le jeune rappeur. Pour marquer le coup, il va sortir son premier EP, Boy Barbie. Barbie, Ken, bref, vous l'avez. Et même si la signature de Carson n'était pas encore quelque chose de connu, ni de très officialisé en vrai, la rupture entre ce projet et les prochains est assez surprenante. Je pense surtout que l'esthétique funèbre du label n'était pas encore établie, sans oublier que son lien subsistant avec la 808 Mafia, couplé aux nouveaux producteurs versatiles qu'il a commencé à côtoyer, sont en grande partie responsables de son si particulier. Une couleur musicale inhabituelle pour l'époque, qui divague entre la rage, la trap et des sonorités presque électroniques, remplies de basses saturées et glitchées. Une couleur musicale qui se révélera typique de Ken Carson d'ailleurs. Exactement le type de sonorités qui feront son succès, notamment avec le morceau Yale qui va exploser aux yeux du grand public. Tell her ring the bell. Hit her from the back, she can't do nothing but yell. And she smart as fuck, I got this bitch straight out of Yale. Yeah. C'est le morceau qui fait le succès soudain de Ken Carson et qui apportera énormément d'attention sur son projet Teen X. C'est ce projet qui commencera à instaurer l'imagerie d'Opium. Évidemment, il a été plus discret que Hollow-Red qui sortira 4 mois plus tard, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde a été impressionné par le niveau du petit. Je vous rappelle, il a que 18 ans et ça commençait enfin à se savoir que c'était la première signature du label de Carti. Avec ce contexte-là, on peut comprendre l'engouement autour de lui. En plus de ça, comme si ça suffisait pas, il a également pu coproduire l'instru du morceau Bino, une des plus belles réussites de l'album de Carti à mes yeux. Une autre preuve du lien grandissant entre Carson et son mentor, et un signe avant-coureur de la signature d'un des prochains membres d'Opium, mais on en reparlera plus tard. On connaît plutôt bien sa patte, non? Je commence à comprendre pourquoi ses productions sont aussi uniques, pourquoi l'alchimie entre lui et la prod semble aussi naturelle au fil des projets. Et pour moi, ça prouve surtout qu'il doit diriger ça d'une manière ou d'une autre. En 2021, alors que le monde découvre progressivement Opium et sa nouvelle pépite, Ken Carson va ressortir une nouvelle version de Teen X, Relapsed, un EP sous-coté que je vous invite vraiment à aller écouter, rien que Butterfly, High as Fuck ou l'intro Teen X Babe en valent vraiment la peine. Mais ces petits projets, accompagnés des mixtapes Lost Files qui sortent à peu près au même moment, permettez-moi de vous dire que c'était que l'échauffement. Il était temps de sortir un projet plus complet, toujours mieux produit, décortiquant précisément l'univers que Ken Carson souhaitait installer. En théorie, Ken Carson a un lien plus naturel avec la rage, le même courant musical qui a provoqué l'incompréhension générale envers Playboi Carti quelques mois plus tôt. C'était logique en vrai, il a pour ainsi dire baigné dedans, on l'a quasiment toujours connu que dans ça, et Project X vient enfoncer le clou auprès des plus sceptiques. Contrairement à Carti qui hurle en permanence sur Hollow-Red, Ken Carson est relativement calme dans ses morceaux. Pourtant, les thèmes qu'il aborde sont généralement assez crus, et il se gêne pas pour les jeter violemment à l'oreille de l'auditeur. Ce contraste est ce qui forgera le style de l'artiste selon moi, une nonchalance explosive portée par l'autotune, qui rend sa voix et son discours encore plus percutants. Je tiens notamment à saluer le travail de Starboy et Out of Town pour cette ambiance déconcertante, traduisant à merveille le talent et la vision artistique de Ken Carson. Parfois, ce dernier s'essaye même à des phases chantées qui laissent entrevoir un peu plus de lumière dans ce chaos. Mais au fur et à mesure que l'album progresse, on se rend malgré tout compte qu'il se laisse aller à quelques paresses d'écriture. C'est quelque chose qui lui sera beaucoup reproché entre cet album et le prochain, un truc assez courant dans le milieu de la trap finalement, qui souffre malheureusement de ses clichés et de ses thèmes récurrents. Mais musicalement ça tue et force est de constater que certaines lignes sont juste géniales. En tout cas moi ça me galvanise, et c'est tout ce que je cherche quand je suis à l'écoute de ce genre de propositions. Cela dit, les quelques particularités qui le rendent intéressant n'ont pas assez d'espace pour respirer, ça se sent, surtout lorsqu'il essaie d'imiter l'anarchie de Carti ou la vélocité de Lil Uzi Vert. L'album X, suivi de sa réédition, il essaiera de préciser tous ces éléments, mais hormis quelques transcendances absolument magistrales, c'est un peu l'inverse qui va se produire. Mais attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est des projets bien souvent adorés des fans. Personnellement j'en ai une très haute estime pour plusieurs raisons, mais ils sont surtout considérés comme une continuité paresseuse par les spécialistes un peu plus objectifs. Et en vrai je les comprends, je suis même d'accord avec eux. Ken Carson a un potentiel hallucinant, mais il explore que rarement les horizons innovants qui s'offrent à lui, du moins à l'époque. Alors qu'encore une fois il est entouré de producteurs de renom, et qui sont loin de rentrer dans les cases en plus. J'aurais adoré le voir jouer plus longtemps avec l'omniprésence des basses et les saturations, comme sur Same Thing ou l'excellent Nobody par exemple, présent sur la réédition de l'album.
fuck that shit. I don't need nobody. I don't need these hoes. I don't need these beans. I don't need these lows. I don't need these fiends. J'aurais adoré le voir forcer le trait sur sa manière apathique de rapper, pour observer une rupture encore plus importante entre l'attitude et le discours. J'aurais tout donné pour le voir approfondir son écriture, avec des textes qui frappent véritablement l'auditeur. Et c'est pas parce qu'il a rien à dire sur le fond qu'il peut pas le faire d'une manière intéressante dans la forme. Bref, il avait toutes les clés en main pour s'assumer pleinement, mais il va préférer, sur cet album en tout cas, s'attacher à ce qu'il sait faire de mieux. Cela dit, je peux le comprendre aussi. On l'a tout de suite jeté dans le grand bain, et en à peine 2 ans, les attentes qui pèsent sur ses épaules étaient déjà gigantesques. Je peux pas lui en vouloir de rester dans sa zone de confort pour éviter de s'attirer les foudres d'un public fanatique, surtout à son âge. Après, je l'ai déjà dit plus tôt, tout n'est pas acheté, loin de là. Il y a tout un tas de bonnes idées, le changement de pitch à la fin de Get Rich or Die est surprenant, l'accélération quand il énumère les drogues qu'il prend sur Please Don't Blow My High est plus qu'exaltante, et certaines phases sont juste tellement simples et naturelles qu'elles en deviennent presque philosophiques. D'ailleurs, on peut dire merci aux productions qui sont toutes dignes d'intérêt, sans ça, X aurait certainement été très anecdotique. Et croyez-moi, ça me fait mal de dire ces mots. Je m'amuse parfois à réimaginer X comme un album instrumental, et franchement, dommage que ça ne soit pas le cas, puisqu'il y a de grandes chances que son succès en aurait été décuplé. Malgré cette analyse un peu abrupte que je dois à la haute estime que je porte pour Ken Carson, je tiens à vous rassurer quant à la suite de son œuvre, puisqu'il va rapidement faire taire toutes les critiques, vous verrez. Maintenant que vous connaissez tout ou presque sur la première signature d'Opium, il faut que je vous présente le deuxième espoir du label, Destroy Lonely. Avant même que je vous en dise quoi que ce soit, vous ressentez que l'apathie est tout aussi présente que chez son aîné Ken Carson, mais force est de constater que l'obscurité qui s'en dégage est bien plus prononcée, que ce soit sur son visage ou à travers sa musique. Alors qu'est-ce qui a bien pu écorcher Destroy Lonely à ce point, à un tel point que son œuvre soit entachée d'un noir aussi profond? Avant de devenir Destroy Lonely, Bobby Wardell Sandy Manny c'est un gars né le 30 juillet 2001 à Atlanta. Même s'il a 1 an de moins que Ken Carson, ça ne l'empêchera pas d'être encore plus précoce que son acolyte, puisqu'à l'instar de ce dernier, il avait déjà un pied dans le rap avant même de passer l'adolescence. En effet, son père était lui aussi rappeur, sous le nom de L20, donc il a de qui tenir, même s'il est loin d'être une personne aussi influente que les dizaines d'artistes qu'a pu côtoyer Carson au cours de sa jeunesse. Cela dit, Bobby a rapidement pu se familiariser aux sessions studio, au tournage de clips, et même aux concerts depuis sa plus tendre enfance. Un quotidien un peu hors du commun pour un si petit garçon qui avait évidemment de quoi lui donner de la suite dans les idées. Malheureusement, si la musique était une passion formidable transmise par son père, c'était bien la seule qui lui tenait compagnie. Il se sentait infiniment seul. Son père était en permanence en tournée ou en train de travailler, et c'est un rythme qui ne l'aidait pas à s'épanouir sur tous les aspects. Il était en dehors du circuit scolaire, faisait l'école à la maison, et il avait jamais l'occasion ni le temps de se faire des amis de son âge. Il a donc grandi avec l'insupportable idée d'être différent, incompris et abandonné même, et pour un enfant en construction, vous vous doutez bien que c'est terriblement destructeur. C'est seulement en entrant au lycée qu'il aura l'occasion de briser cette solitude assourdissante, mais comme le bonheur n'arrive jamais seul, c'est le Xanax qui viendra malheureusement prendre le relais. Bobby, c'est un enfant de la génération SoundCloud, comme beaucoup d'entre nous ici. Donc il a grandi en voyant ses idoles promouvoir les antidépresseurs et ses supposés bienfaits face au mal-être ou à l'isolement par exemple. Se reconnaissant fortement en eux, il va pas y échapper. Pas du tout même. Et c'est d'ailleurs cette addiction qui va lui inspirer son nom de scène. Destroy représente de façon assez brutale son adolescence chaotique et les éléments destructeurs que ça a provoqué, tandis que Lonely personnifie évidemment cette solitude qu'il hante depuis sa plus tendre enfance. Avec cette nouvelle identité qui exacerbe les deux facettes de sa personnalité, la musique deviendra le seul exutoire plus ou moins sain qu'il lui restait. Il va passer des heures dans le studio d'enregistrement de son lycée, et il va apprendre tous les rouages du métier en totale autonomie, même s'il est pleinement conscient que cet investissement démesuré en pâtit sur sa réussite scolaire. Peu importe, Destroy Lonely est certain que c'est ce qu'il veut faire de sa vie, et à partir de 2016, il va balancer des tonnes de morceaux sur SoundCloud. Vous vous en doutez, le succès n'était pas tout de suite au rendez-vous. En même temps, à 15 ans en indépendance, c'est pas facile, mais il va persévérer jusqu'à sortir un premier projet en 2017. Ce petit EP qui portera humblement le nom de Destroy, c'est celui qui pose les premières briques de son univers. On en est encore au balbutiement du personnage, mais c'est une étape extrêmement importante de sa carrière. Une première marche qui l'amènera à se produire sur quelques petites scènes locales, et par ce biais, faire la rencontre de deux personnes qui changeront à jamais la direction qu'a pris sa carrière, Texaco et Nisus. Destroy Lonely va dès lors passer le
plus clairs de son temps chez Nisus, et ensemble ils vont être surproductifs. On va rapidement commencer à lui déceler un vrai potentiel, c'est un vrai coup d'accélérateur pour Lone, mais ses nouvelles fréquentations vont aussi l'enfermer de plus en plus dans la drogue. Il en devenait si pessimiste et renfermé qu'il allait jusqu'à enregistrer des morceaux plongés totalement dans le noir, sans doute pour mieux se retrouver face à l'abîme qui se cache au fond de lui. Forcément, le résultat est là, cette voix obscure c'est un peu le paroxysme de sa méthode de création, mais malheureusement il attire toujours pas l'attention des gros labels en vue d'une signature. Qu'importe, Destroy Lonely persévère, puisqu'on l'a dit, la musique c'est la seule chose qui lui reste, et la seule carrière qu'il souhaite vraiment embrasser. Finalement, en 2019, il va sortir le single Bane qui va se révéler salvateur, et qui marquera plus tard un tournant gigantesque de son parcours musical. Destroy Lonely prend goût à jouer avec les sonorités pour créer un gouffre entre le discours et la forme, et de plus en plus de monde remarque qu'il était bien en avance sur son temps. Sachant que c'était révélateur d'un potentiel évident, le jeune rappeur va continuer d'enchaîner les projets au fil des années, et en 2020, c'est surtout la mixtape Heartbroken et sa version Deluxe qui retiendront l'attention. Il s'agit d'une page de sa discographie que j'écoute encore activement à ce jour, dont je commence doucement à cerner toutes les particularités, et qui représente selon moi la quintessence de son art. Je pense que j'étais loin d'être le seul à déceler ce talent, puisqu'Opium Baby, que vous connaissez désormais, il a rapidement pris contact avec lui via Instagram. Il voulait certainement pas le laisser filer aux mains d'un autre label, et il lui a fait part que Playboi Carti lui-même validait ses sons à 100%. Cette connexion indirecte va donner lieu à une rencontre en bonne et due forme entre le rookie et la légende d'Atlanta, qui sera même le théâtre de l'enregistrement de 20 morceaux, aujourd'hui perdus. Les leakers, si vous avez qu'un seul job, c'est de nous trouver ça, je vous en supplie. Bobby va avoir l'impression de vivre un rêve éveillé, et son travail portait enfin ses fruits. Il se retrouve entouré par des artistes incroyables qu'il comprenne, et il va évidemment se lier d'une forte amitié avec Ken Carson, de par leur vécu similaire, d'intérêts communs, et par cette façon étrangement identique d'aborder la musique. Comme une évidence, Destroy Lonely rejoindra donc officiellement Opium en 2021, marquant une nouvelle étape gigantesque de l'histoire du label. Enfin, rejoint officiellement, c'est vite dit. Si l'équipe du label s'agrandit inlassablement, ils sont toujours aussi avares en informations et cultivent le mystère. Alors les théories fusent, la communauté de Playboi Carti s'enflamme, et indirectement, ça a pointé les projecteurs sur le nouveau prodige qui apparaissait à ses côtés depuis quelques temps. Cet engouement va même pousser ses fans à déterrer le morceau Bane, dont je vous parlais plus tôt, qui deviendra viral et créera une immense trend sur TikTok. Destroy Lonely gagne inévitablement en visibilité, de façon exponentielle, et le label n'avait donc plus trop d'autre choix que d'annoncer son appartenance à Opium. Il va donc rejoindre Ken Carson sur le King Vamp Tour, assurer quelques premières parties et s'afficher davantage auprès des membres du label. Le public entretiendra de grandes attentes quant à cette nouvelle recrue, et il va y répondre de la plus belle des manières grâce à son projet No Stylist, qui verra le jour en août 2022. Cet album est d'ores et déjà considéré comme un immense succès. Dès sa sortie, on a compris qu'il y avait quelque chose de spécial, ce qui est plutôt rare pour un artiste aussi jeune et dont on attendait impatiemment les travaux. Le morceau éponyme au projet avait fait du bruit, c'est vrai, devenant même une autre grande trend sur TikTok, mais qui pensait réellement faire face à une telle réussite pour un premier essai, surtout auprès d'un label avec une DA aussi pointue? Ça en vrai, c'est surtout parce que l'esthétique d'Opium, il en est en partie responsable. C'est sur les morceaux de Destroy Lonely que la communauté tourne en dérision toute l'imagerie du label, mais d'un côté, ça l'installe aussi dans l'imaginaire collectif, ce qui est un pas de géant pour Opium. Pour en revenir à No Stylist et à son excellente réédition, c'est pas la cohérence ou le storytelling qui les ont rendus mémorables, mais plutôt ce melting pot de sonorités aériennes et profondes, mêlées à des rythmes presque extatiques qui désarçonnent totalement l'auditeur. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir comment Destroy Lonely associe ses productions éthérées avec des thèmes sombres et des lyrics à la frontière du ignorant rap. Ça rend le mélange encore plus marquant. Paradoxalement, certains passages sont de véritables rayons de lumière comparés à l'œuvre de ses pairs, des sortes de chatoiements lunaires où tout est plus bouncy, plus mélodieux, avec une véritable ambiance qui prend aux tripes. Cette part de sa musique démontre que le rappeur est selon moi un pur produit d'Atlanta adapté à la sauce Opium, et c'est très souvent fascinant à entendre. J'aurais aimé voir plus de passages aussi candides que Lonely ou Crystal Castle au fil de l'écoute, mais c'est pas en un album que Lone va effacer tout le mal qu'il ronge, et la suite de son aventure avec Opium ne fera que confirmer ce postulat. Cela dit, avant de vous laisser plonger pleinement dans la psyché de Destroy Lonely, je suis obligé de vous présenter les deux derniers membres en date d'Opium, le duo Homicide Gang. Après, je vous cache pas que ça m'ennuie un peu de parler d'eux.
surtout d'un de leurs membres, Bino, dont on parlait tout à l'heure, sur qui pèsent de sérieuses allégations. Rumeur à laquelle il a simplement répondu par des rires, donc on sait pas trop sur quel pied danser. Mais par précaution, même si je les trouve très doués, je vais essayer de passer rapidement sur ces deux-là. J'ai pas vraiment le choix, la vidéo serait incomplète autrement, et il semble encore à ce jour être des têtes d'affiche extrêmement prometteuses pour le label. Bref, de toute façon, très peu de choses sont sues sur ce duo, alors allons-y, parlons au moins de leur musique et de ce qu'elle a apporté chez Opium. Le Homicide Gang est donc composé de Homicide Bino et Homicide Michi, deux jeunes d'Atlanta nés dans les années 2000 qui semblent un peu sortir de nulle part. Cependant, énormément d'autres artistes ou figures de leur quartier sont affiliés au groupe. Des noms qui peuvent d'ailleurs vous dire quelque chose si vous êtes attentif au texte de Playboi Carti. On parle notamment ici de Problem Child, de R5, de Demon, une véritable équipe qui est plus ou moins connectée avec toutes les têtes d'affiche de la ville, et un groupe d'amis qui dépasse largement les frontières de la musique. En ce qui concerne Bino et Michi, ils ont grandi entre gangsters et artistes en tout genre, naturellement poussés vers le rap à force de voir leur entourage s'y essayer. Ils ont donc passé le pas pour de bon en 2021 en enregistrant leur premier morceau SSN, qui tombera sans délai aux oreilles de Playboi Carti, qui de son côté a directement déclaré qu'ils étaient de futurs superstars. Sans surprise, Carti était plus que jamais déterminé à les prendre sous son aile au sein d'Opium, et après de longues négociations, Michi et Bino ont finalement rejoint le label. Une carrière extrêmement récente et une ascension tout aussi fulgurante donc, et le nombre de projets qu'ils ont sortis en à peine 3 ans est assez impressionnant. On a d'abord eu le droit à Snotty World fin 2021, qui développe leur univers et précise les courants musicaux qu'ils vont emprunter au cours de leur épopée musicale. Le Homicide Gang est évidemment tourné vers une rage assez académique, directement héritée de Hol Red, et toutes les autres composantes de leur musique étaient déjà présentes, que ce soit la trap, les influences rock, le grunge, le punk. Pourtant, même si les influences sont évidentes, j'avais rarement entendu des rappeurs poser de façon inédite sur de la rage, surtout à une époque où le genre commençait à prendre de l'importance au sein de l'industrie, et donc avec de plus en plus de représentants. Ils sont parvenus à mêler les excès et l'agressivité de la vie de gang à un courant novateur généralement emprunté par des nerds de la musique. Phil C était déjà de la partie, entre autres, ce qui leur assurait aussi une production exceptionnelle, somme toute assez rare pour un premier projet. I just had to wanna spin that bin, he was tired as fuck. I just walked in the club and I threw a dub and I had that blicky tuck. Bitch wanna ride in that truck, she got that Glock and that tummy tuck. Après un premier jet aussi prometteur, ils ont passé une année à concocter ce que j'estime être leur véritable projet phare, Homicide Lifestyle. Non, franchement, je vais pas vous mentir, malgré quelques critiques assez virulentes, moi j'ai adoré ce projet. C'est un album qui partage le public, à l'image d'autres projets du label en vrai, mais ceux qui l'aiment vraiment sont unanimes. C'est un no-skip incontestable. Franchement, en vue du contexte, j'essaie de tempérer mon engouement face à leur musique, mais j'aurais du mal à vous dire de ne pas au moins y jeter une oreille, ne serait-ce que par curiosité. Ils ont une nouvelle fois prouvé qu'ils ont quasiment aucune limite artistique, qu'ils ont le pouvoir d'innover et de créer des passerelles entre les genres, et de cette façon ils vont s'installer en maître dans un pan entier de l'industrie du rap. Malgré tout, ils n'ont pas été seuls pour accomplir cet exploit, puisque la signature avec Opium a pu leur permettre de s'entourer de producteurs aussi antinomiques que nombreux, allant de la 808 Mafia, encore eux. D'ailleurs, je les remercie pour la merveilleuse prod de Guitars, jusqu'au fameux Phil C, Starboy ou Out of Town. Et entre tous les morceaux ultra corrosifs qu'on trouve sur l'album, lorsqu'on tombe face à Life, qui mélange une ligne de guitare légère avec une mélodie saturée et des basses qui monopolisent le morceau, c'est un vrai choc. Tu t'y attends pas, mais c'est là. Et ça surprend vraiment. Peut-être que beaucoup se complaisent à dire qu'il s'agit d'un album moyen, voire médiocre, mais moi je suis persuadé que c'est une vraie expérience à vivre, ouvrant des portes intéressantes vers l'œuvre globale d'Opium. Au-delà de ça, t'as Dracon qui propose des solos de guitare électrique incroyables, Wings avec ses synthés industriels, j'en passe pour que vous puissiez écouter ça par vous-même, mais tout concorde, genre c'est archi cohérent. Étrangement, ce sera le cas pour tous leurs prochains projets, qu'il s'agisse de Snot or Not, Fifth Amendment ou de leur dernier album en date. Et comme si ça suffisait pas, ils vont mettre en place une imagerie qui fait partie des plus réussies du label à mes yeux, aussi saturée en couleurs que leur musique, avec ce grain trash des vieilles bandes numériques qui les a progressivement fait passer de Hood Boys lambda à des caricatures plutôt réussies de stars du punk. L'ambiance est survoltée et le rythme ne laisse aucun répit à l'auditeur. Parfois on dirait presque la BO de Doom 2. Sans déconner, sur Uzi Work, je jurerais entendre des extraits de Running From Evil.
Franchement, c'est dur de faire un comparatif, mais je suis prêt à dire qu'il n'y a pas plus Opium qu'Homicide Gang à l'heure actuelle. D'accord, c'est un peu répétitif au bout d'un certain temps, il y a des longueurs et des expérimentations qui peuvent vite devenir éprouvantes, tant l'oreille est harcelée par toutes sortes de sonorités abrasives, mais ils arrivent toujours à prendre le pas sur ce chaos ambiant. Il faut croire que leur animosité est plus forte que tout le reste, et je pense même que tant que j'aurais pas entendu le groupe performer sur scène, je pourrais pas en comprendre toute la teneur explosive. Une chose est sûre, malgré toutes les extrapolations, c'est que les élèves ne dépasseront jamais le maître, mais le potentiel frénétique du Homicide Gang se révèle parfois même plus endiablé qu'une grande partie de ce qu'on peut trouver sur Hol Lotta Red. Maintenant qu'on a présenté tous les artistes du label, explicité chaque brique qu'ils ont ajouté à cet édifice, voyons ensemble le fondement et l'impact réel de l'esthétique Opium. Vous allez être surpris, c'est quelque chose d'assez énorme, mais en même temps rien d'étonnant, puisque la musique a toujours eu une emprise plus ou moins forte sur les tendances. Y a qu'à voir le disco, les années rock, le grunge et même le rap à travers ces différentes phases. Je pense que c'est impossible d'énumérer toutes les modes qui ont été lancées par le prisme de la musique, mais encore une fois, dans le fond, c'est logique. Les superstars du milieu sont admirés, voire adulés par des dizaines de milliers de personnes, et il y en a forcément quelques-unes dans le tas qui vont copier leur flow à la lettre. Bah c'est exactement ce procédé qui prend place aujourd'hui avec Opium. On l'a vu, le style musical de tous les membres du label concorde, autour de synthés sombres, d'instruments grinçants et de rythmes avant-gardistes, mélangés à des influences qui s'éloignent du hip-hop classique. Toutes ces explorations ont créé un son expérimental au possible, qui s'est attiré les faveurs d'un public en quête permanente de nouveautés, et même au-delà du son, les artistes estampillés Opium incarnent ces expérimentations grâce à leur façon de s'habiller ou de se présenter. Ils ont énormément emprunté au fantasme de l'esthétique noire, gothique, métal, punk, qui est souvent associé à l'excentricité, à l'anticonformisme, à l'horreur et à l'imagerie vampirique que Playboi Carti se plaît tant à personnifier. Un mélange assez fou d'influences que le label a modernisé pour la combiner au rap, à leurs propres références et à l'imagerie cryptique et edgy d'internet. Vous avez probablement déjà vu quelqu'un autour de vous ou sur les réseaux incarner le mouvement Opium, de ses vêtements à sa manière de s'exprimer. En festival, vous avez peut-être même aperçu des boucs porter des bottes en cuir ou des Rick Owens, doublés d'un pantalon beaucoup trop large, d'une coupe improbable, de lunettes noires, de piercing ou d'une ceinture cloutée. Ça va même chercher jusqu'à des chaînes en argent avec des croix retournées ou des bijoux de motard. Bref, bien que j'ai une véritable fascination pour cette imagerie, ici je m'intéresse davantage à la manière dont elle a gagné en popularité et séduit un si grand nombre de personnes issues de notre génération. Si l'esthétique est devenue célèbre au début de l'année 2021 après l'immensément influent Hol Lotta Red de Playboi Carti, désolé, on en revient toujours au même point, c'est bel et bien le leak de If Looks Could Kill de Destroy Lonely, premier single de l'album du même nom, qui a été le véritable catalyseur de la popularisation de l'esthétique Opium. Même si encore une fois il tourne la chose au ridicule, comme d'habitude, les fans de l'artiste ont commencé à s'afficher en ligne avec les tenues que je viens de vous décrire. Une blague qui crée rapidement une énième trend sur TikTok, inspirant d'autres personnes à faire de même, ce qui a permis au style inédit du label de se propager de manière exponentielle. Pour moi, la raison pour laquelle l'esthétique Opium résonne autant avec notre génération, c'est à cause du besoin profond de faire partie de quelque chose d'unique dans l'océan de normalité qui domine la culture contemporaine. S'identifier au label par l'image, ça permet d'imiter les stars qui en font partie, et ainsi exprimer à son tour un sentiment de rébellion et d'individualité. Dans un monde où le conformisme est souvent encouragé, beaucoup ont besoin de ce sentiment d'unicité et d'expression personnelle. Et c'est plus que paradoxal ce que je suis en train de dire, mais le mouvement initié par Playboi Carti nous offre aussi le moyen d'appartenir à une communauté soudée, comme si on partageait un morceau d'histoire avec ces artistes uniques. C'est ce sursaut excentrique et cette esthétique qui a fait perdurer Playboi Carti aujourd'hui. C'est un coup de génie. Je suis pas certain qu'en s'enfermant dans le personnage solaire qu'il incarnait autrefois, qu'il aurait pu avoir une telle longévité. Le fait de se transformer en rockstar puis en simulacre de vampire, ça lui a permis d'évoluer progressivement et d'envelopper son œuvre d'un voile de mystère qui fait office d'excellente communication. Un mystère doublé d'une narration par l'absence suivie par tous les membres de son label, puisqu'il ne poste qu'un tweet ou une photo qu'une fois par an, ce qui suscite l'intérêt et crée une véritable émulsion à chaque intervention publique. Ils en jouent à mort et le public leur demande. Ce sentiment qu'ils en ont rien à foutre est d'ailleurs renforcé par leur image de star défoncée, qui est finalement une sorte d'argument de vente supplémentaire pour tous les membres du label. Une autre façon de traduire la noirceur sous-jacente de ces artistes est le lifestyle excessif qui est lié à leur consommation de drogue. Enfin, ce que j'aime beaucoup avec ce label, c'est que j'ai l'impression d'observer une grande fratrie à l'origine nébuleuse, qui crée leur propre vague, avec cet entre-soi un peu sectaire qui continue d'alimenter toutes les fantaisies à leur propos. C'est pour cette raison que j'ai du mal à voir d'autres rappeurs rejoindre Opium aujourd'hui. C'est un cercle très fermé, mais c'est aussi pour ces mêmes raisons qu'on est surpris à chaque nouvelle signature.
Ça y est, on a plus ou moins retracé l'histoire et la carrière de chaque membre d'Opium, mais dernièrement, qu'est-ce que ça donne? Et ben laissez-moi vous présenter les 3 derniers projets de ces artistes que j'ai soigneusement gardés de côté pour vous les recommander en fin de vidéo, et ainsi vous offrir la meilleure porte d'entrée vers leur discographie respective. Sorti très récemment, I5, U5, We5 fait monter le Homicide Gang d'un cran supplémentaire, proposant selon moi l'un des meilleurs projets du label à ce jour. S'il est difficile à aborder en premier lieu, un peu pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment, au moins tu peux être sûr de ne pas t'ennuyer en parcourant la tracklist. C'est un bombardement incessant de rythmique rage et de sonorités mêlant trap et métal, mais avec cette fois-ci toute la finesse d'un duo qui a su les apprivoiser après plusieurs projets. Et étant assez friand de ce genre de choses, moi il m'en faut pas plus pour apprécier un projet d'Opium. Si certaines instrumentales peuvent se ressembler, l'avantage avec ce projet c'est que Michi et Bino réussissent à adapter leur cadence et leur performance vocale pour rendre chaque morceau unique. C'est pour ça que je vous le conseille. En un projet, vous aurez accès à tous les aspects de leur musique, ce qui vous permettra de vous y acclimater proprement avant de vous plonger dans le reste de leur discographie. Sur I5, U5, We5, Bino et Michi ont l'air plus affamés que jamais. Ils portent les 14 titres du projet quasiment à eux seuls, s'étant offert une unique collaboration avec Lil Yachty sur Side Effect, qui est certainement mon morceau préféré de la tape. Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet cimente leur réputation de futurs superstars. Ils consolident leur image de trashers paumés entre le punk et le gangsta rap, tout en installant une nouvelle fois Opium à la tête des charts, puisqu'il a été classé 6ème du Billboard US en première semaine. Bon, là je m'excuse, je vais devoir étaler un petit peu mon seum. Avec If Looks Could Kill, Destroy Lonely avait promis une révolution sans précédent, qui retournerait l'industrie selon ses dires. Mais malheureusement, même si je le porte dans mon cœur, cet album est beaucoup trop long, souvent monochrome, et il jongle avec une poignée de sujets usés qui recyclent les gimmicks, les flows et les idées. C'est répétitif et désordonné, et ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'il nous offre des aperçus alléchants de l'album incroyable que ça aurait pu être, et que ça aurait dû être d'ailleurs. Si Lone avait pris le temps de sélectionner les morceaux les plus prometteurs pour y appliquer un perfectionnisme poussé, on y aurait eu le droit à cet album révolutionnaire. C'est vrai, il s'est tiré une balle dans le pied, il avance seul pendant 25 titres, alors que même le plus inspiré des artistes ne pourrait qu'être à court d'idées après autant de sons solo. Même Carti, qui est sans doute celui qui se mélange le moins du game, il a bien compris qu'il fallait se diversifier et inviter des influences extérieures sur des projets aussi massifs. Sérieux, certains morceaux comme Brazy Girls ou Fly Shit avaient vraiment un potentiel pourtant, dans une ambiance éthérée percée par cette voix sinistre qui fait toute la force de Destroy Lonely. Mais au lieu de ça, il a préféré étaler des refrains peu accrocheurs sur des couplets qui tournent un peu en boucle, devenant presque une masse informe dénuée de vraie fulgurance. Et cette voix justement, qui m'a fait adorer l'artiste, ici elle est trop souvent assourdie par rapport à ses derniers projets. Cette voix qui avait pourtant le pouvoir de trancher avec la monotonie qu'on peut d'ordinaire lui attribuer à tort. Mais non, il s'est même pas accordé la possibilité de relever le niveau de cette surabondance de prod oubliables. Même si je l'avoue, certains sont assez fantaisistes pour y trouver un intérêt, montrant que l'oreille aiguisée de Destroy Lonely pour l'inhabituel ne s'est pas complètement estompée. Je suis dur avec le projet, mais encore une fois c'est parce que le potentiel est évident. Je boude pas mon plaisir en l'écoutant, hein, et vous y trouverez forcément quelques morceaux qui vont vous happer, mais il aurait dû tenir sa promesse. Avant même que vous ne le jetiez à la poubelle sans même l'avoir lancé, je vous recommande tout de même le morceau Came In With, qui écrase un synthé dentelé et industriel dans un brouillard de réverbération et de dissonance intense. Les titres Right Now et How You Feel sont quant à eux des exemples parfaits de cet enfer sombre dans lequel peut nous emmener Destroy Lonely, porté par une ligne de guitare pour laquelle les amateurs d'esthétique gothique pourraient s'entretuer, et qui, elle, mettent enfin la voix du rappeur en valeur. J'aurais tellement aimé retrouver l'anarchie sinistre qui marque ces morceaux sur plus de tracks, mais malheureusement je vais devoir me contenter de ce que j'ai pu trouver ici. Encore une fois, allez y jeter un œil, je suis piquant parce que je suis déçu, mais après cette longue écoute on en ressort tout de même très satisfait, car personne ne peut vraiment égaler Lone sur ce terrain là. Malgré tout, c'est aussi à cause de sa consistance que je vous le conseille, au moins vous y trouverez tout ce que Lone est capable de faire. J'en termine avec l'album grâce à sa conclusion, qui se fait en compagnie du seul featuring de l'album, celui avec son compagnon de voyage Ken Carson, sublimant le d'ores et déjà excellent Money and Sex. Un sursaut final qui m'a redonné espoir pour la suite, et je suis persuadé que Destroy Lonely nous réserve des choses magnifiques.
Si j'ai émis pas mal de réserves concernant les autres projets récents du label, c'était pour mieux encenser le dernier album en date de Ken Carson. Préparez-vous, je vous préviens, ça va être un festival de non-objectivité. En effet, ce serait mentir que de dire que j'ai pas un peu d'adoration pour le travail effectué sur Regret Chaos, mais c'est aussi pour ça que je voulais terminer là-dessus en ce qui concerne mes recommandations. Ça fait littéralement 1 an que cet album tourne en boucle chez moi, et le fait que je m'en sois toujours pas lassé m'a mis la puce à l'oreille. Si vous n'aviez qu'un seul projet à écouter, selon moi, ce serait celui-ci. Il est assez expérimental et représentatif d'Opium pour que vous puissiez découvrir un monde, changer de paradigme ou même oublier vos clichés pour les plus sceptiques. Rien qu'en lançant Green Room pour la première fois, on comprend tout de suite qu'on est tombé en face de quelque chose de particulier. C'est basiquement un hymne à la réussite de Ken Carson, rien de bien nouveau, mais qui cette fois sonne presque nostalgique de l'époque où il était broke, avec ce fond de synthé aérien signé Filthy qui accapare toute l'attention. Et avec une introduction pareille, c'est impossible de pas être impatient d'écouter la suite. Et bien qu'un peu spécial, les bonnes idées sont nombreuses. Je pense notamment à la production cybernétique de Jennifer's Body qui démarre et s'arrête en boucle. Un moment étrange et malin qui prouve que l'approche de Carson est réfléchie et qu'il a prêté une attention particulière à l'élaboration de ce nouveau projet. C'est d'ailleurs dans ce track que je retiens le meilleur refrain de l'album. Je sais pas si c'est dû à la débâcle apportée par la prod, mais il me rend fou à chaque putain de fois. Je vais éviter de vous passer tous les morceaux du projet, d'une parce que je serais vraiment capable de le faire, mais surtout parce que j'ai envie de vous laisser une chance de découvrir ça par vous-même. Cela dit, laissez-moi vous expliciter chaque merveille que A Great Chaos renferme, puisqu'il a été conçu avec une attention constante pour l'euphorie qu'il peut procurer à l'auditeur. C'est une boucle aussi féerique que corrosive, l'album pourrait être la bande-son d'un pogo sans fin, et par-dessus tout d'un pogo dans lequel on s'ennuierait jamais. Tout ça parce que les rythmes utilisés sont tous différents, et parmi les plus capricieux sur lesquels Ken Carson ait jamais rappé. C'est une prouesse à saluer, on a même le droit à des beat switch exceptionnels au sein d'un même morceau, comme sur Fighting My Demons notamment. L'album transcende par ses détails, qui se cachent dans les plis d'une production riche et servie par un éventail élargi de performances vocales, étoffant le monde d'un artiste à qui il ne restait plus qu'à inventer le projet qui lui ressemblerait vraiment. C'est devenu un excellent rimeur. Vraiment, je m'incline devant la performance. Pourtant, même si je l'adorais, la dernière chose que j'aurais dit de Ken Carson, c'est que c'était un bon rappeur. Et bah, croyez-le ou non, quelque chose a véritablement changé sur Regret Chaos. Je vous rassure, on est loin d'une finesse d'écriture à la Kendrick, loin des rimes tirées par les cheveux de Lil Wayne, mais c'est simple, efficace, drôle parfois, et surtout c'est cohérent avec son histoire et le paysage qu'il souhaite dépeindre avec cet album. C'est tout ce qui compte, et dans ce tourbillon de rimes outrancières, Ken Carson semble enfin vivant. Fini les flots rectilignes et monocordes, il laisse enfin exploser ses tendances hédonistes dans une musique joyeuse impie. Comme par le passé, la production est assurée par un groupe de musiciens exceptionnels. Les producteurs néerlandais Starboy et Autotown sont encore une fois de la partie, Filthy est incroyable, mais on y retrouve aussi des noms comme Lucian, S-Sorti ou Lucratif pour n'en citer que quelques-uns. Merci Opium pour la line-up, c'est beau de voir que ça fonctionne à ce point, et le label, aussi innovant et prometteur qu'il soit, il avait besoin de ce vent de fraîcheur. Au lieu de copier des rhythmic rage vus et revus ou d'essayer de poursuivre une notion abstraite de punk moderne, il se réinvente pour ouvrir une autre voie à la nouvelle génération. Même dans ses schémas les plus abrupts, c'est du génie. Je pense notamment à l'excitant Lose It, qu'il me tarde de vivre en concert pour sentir toute la puissance que ces basses omniprésentes invoquent. A l'instar de certains couplets réverbatifs de Carti, Ken Carson opte pour une approche radicalement brutale, tant au niveau de l'élocution que du mix. Sa voix est complètement saturée, dans le meilleur sens du terme, attention, que ce soit sur Pods ou Succubus par exemple, dont les productions surchargées se transforment en un brouillard aveuglant, à travers lequel l'artiste bugle de manière insensible tout en étant obsédé par les démons qui l'habitent. Depuis Hollow Red et l'avènement de la rage, le rap est devenu plus audacieux, plus fougueux, et on le voit clairement ici. Si l'album charnière de Cartier est la pierre de Rosette de ce mouvement, vaste, coloré et dynamique, A Great Chaos est bel et bien le projet crucial qui continuera à faire vivre cette vague, capturant sa propre absurdité pour en faire quelque chose de véritablement fascinant. Il met le point sur la table et il affirme surtout que les sceptiques n'écoutaient peut-être pas Ken Carson de la bonne façon. Quant à ses fans de longue date, c'est l'avenir que méritent les disciples d'Opium, quelque chose d'authentiquement cool, risqué et implacable.
je vous mens pas, ça va être compliqué de conclure aussi bien qu'avec A Great Chaos. Mais j'ai beau porter un amour aveugle pour toutes les pépites que je vous ai présentées, Opium ne pourra pas exploser aux yeux du monde tant que Playboi Carti ne renaîtra pas de ses cendres. Si c'est pas le tant attendu Music qui sort prochainement, teasé par les singles incroyables de l'artiste, il faudrait au moins une tape collaborative entre tous les membres du label pour y pallier. Un projet qui arriverait par surprise et qui permettrait à ceux qui ne se sont pas encore penchés sur les différents visages du label de s'y ouvrir comme il se doit. Quoi qu'il en soit, Opium et son esthétique ont influencé mes goûts et ceux de milliers d'adeptes, certainement comme personne d'autre n'a pu le faire au cours de ces dernières années d'ailleurs. Avec ce label, je vois en Carti un ersatz de Kanye West, sans abuser, une figure de proue inspirée, capable d'influer sur la direction que prendra le rap pour la décennie à venir. Et que vous le vouliez ou non, ça a déjà commencé. En étant plus pragmatique, si Playboi Carti est incontestablement à la source du succès d'Opium, que ce soit grâce à sa vision ou son rayonnement, le fait d'investir dans un label et d'être aussi à cheval sur sa construction, c'est aussi et surtout une façon d'assurer sa postérité et d'asseoir sa longévité en transmettant un véritable héritage musical. Évidemment, j'ai tendance à intellectualiser tout ce qui me tient à cœur, à extrapoler. C'est un de mes plus grands défauts et j'en suis conscient. Mais Opium, c'est un mouvement dans lequel je ne vois que du bon. Et comme le dit si bien Ken Carson, c'est et ça ne doit rester que de la feel-good music. L'énergie folle portée par le label peut certainement en aider d'autres à oublier ce qui les rattache à la morosité du quotidien. Et franchement, je trouve ça assez noble pour que je continue à les défendre corps et âme.